Dans cette vidéo, on va parler des bases vectorielles et montrer en quoi elles prouvent qu'au final, tous les espaces vectoriels peuvent être étudiés par des vecteurs numériques. On a vu dans un épisode précédent le concept de famille libre. En gros, une famille libre est telle que chaque vecteur de la famille crée une nouvelle dimension par rapport aux autres vecteurs de la famille. Eh bien, une base d'un espace vectoriel E, c'est tout simplement une famille libre de vecteurs qui engendre l'espace E. On dit aussi famille génératrice. Autrement dit, le fait que la famille soit libre, ça revient à dire que pour tout sous-ensemble fini J de I, la somme des alpha J, EJ est égale à 0, implique que les alpha J sont tous nuls. Et pour la deuxième condition, le fait que la famille soit génératrice, ça revient à dire que pour tout X de E, il existe un sous-ensemble fini K de I et des XK pour K dans K, tel que X est égal à la somme des XK EK. Les scalaires xk sont alors appelés les coordonnées du vecteur x dans la base des EI. Alors, pourquoi est-ce que ces bases sont absolument géniales ? C'est parce que l'on a le théorème suivant. Tout vecteur de E est une unique combinaison linéaire des EI. Si et seulement si les EI forment une base de E. Autrement dit, si les EI forment une base, alors le vecteur est identifié par ses coordonnées. Ou autrement dit encore, il y a un isomorphisme entre l'espace vectoriel E et l'ensemble des coordonnées. C'est en cela que tout espace vectoriel peut être étudié par des vecteurs numériques qui correspondent aux coordonnées des vecteurs de l'espace vectoriel. Avant de voir la preuve, voyons rapidement quelques exemples. Le premier est trivial. Considérez les vecteurs 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 et ainsi de suite jusqu'au 0, 0, 0, 0, 1. Ces vecteurs forment une base de Rn. Et d'ailleurs, les coordonnées d'un vecteur x dont les entrées seraient x1 jusqu'à xn, les coordonnées sont précisément les x1 jusqu'à xn, puisque ce vecteur x est égal à x1 fois le premier vecteur de la base, plus et ainsi de suite jusqu'à xn fois le dernier vecteur, le 0, 0, 0, 1. Un autre exemple très classique est celui de la géométrie. Les vecteurs i et j de ce dessin forment une base du plan, car tout autre vecteur se décompose de façon unique comme une combinaison linéaire de i et de j. Et là, vous voyez vraiment l'intérêt de la base. Elle nous permet de faire de la géométrie en étudiant uniquement les coordonnées des vecteurs, et donc un objet numérique que l'on pourra mesurer dans le contexte de la physique. Enfin, un dernier exemple dans le cas de la dimension infinie est celui des polynômes. L'ensemble R'(x) des polynômes à coefficient réel est bien un espace vectoriel puisque l'on peut étirer et ajouter des polynômes. En fait, R'(x) est même une algèbre car on peut aussi multiplier des polynômes, mais oublions ça pour aujourd'hui. Les polynômes 1, x, x carré, x au cube et ainsi de suite forment alors une base de l'espace vectoriel R'(x) car tout polynôme s'écrit de façon unique comme une combinaison linéaire d'un nombre fini de monômes de la forme x puissance k. Ok, on va maintenant passer à la preuve du théorème qui n'est pas si difficile. Commençons par gauche implique droite. Si tout vecteur se décompose en une combinaison linéaire des EI, alors les EI forment bien une famille génératrice de E. Autrement dit, la deuxième condition est vérifiée. Maintenant, le fait que cette décomposition est unique implique que le vecteur nul en particulier se décompose de manière unique. Or, le vecteur nul est clairement associé à des coordonnées toutes nulles. Et donc, la seule façon d'obtenir 0 en combinant linéairement les EI, c'est avec des coordonnées qui sont toutes nulles. Autrement dit, on a forcément les alpha i qui sont égaux à 0. Passons à la réciproque. Donc, on va supposer que les EI forment une base. L'existence des coordonnées pour tout vecteur vient tout simplement de la deuxième condition pour qu'une famille soit une base, c'est-à-dire que le fait que la famille soit génératrice. Pour l'unicité, on va supposer qu'il existe deux décompositions de x en somme des xj, ej est égale à la somme des yk, ek, où j et k sont finis. On peut alors compléter les coordonnées xj et yk en posant xl est égal à 0 pour L appartenant à L-J, et YL égale 0 pour L appartenant à L-K, où L est l'union de J et de K. On a alors la somme des XL-EL qui est égale à la somme des YL-EL. Et maintenant, on va pouvoir passer ce qui est à droite à gauche, puis factoriser par le EL, ça nous donne la somme des XL moins YL fois EL est égale à 0. Et là, donc, on a une combinaison linéaire DEL qui est égale à 0. Et là, on utilise le fait que la famille des EI est libre,
qui implique que si on a cette somme, on est obligé de conclure que xl moins yl est égal à 0 pour tout L, et ça implique que xl est égal à yl pour tout L. Du coup, les deux décompositions que l'on avait au début sont en fait les mêmes, et on a bien montré l'unicité, c'est QFD. Alors, une petite morale à tout ça, c'est que bien souvent en algèbre linéaire, l'équation x égale 0 permet de résoudre tous les cas de la forme x égale y. Et ça, vous allez voir que ça va nous être particulièrement utile dans la suite, notamment quand on va parler du noyau d'une application linéaire ou de ses valeurs propres. Je finis avec une dernière remarque. Il ne faut pas confondre les bases vectorielles avec les bases de Hilbert, qui, elles, autorisent des combinaisons linéaires infinies, mais dans un contexte très précis. En particulier, on va voir dans un prochain épisode le théorème de la base incomplète qui affirme l'existence de bases dans tout espace vectoriel. Mais on va voir aussi que ça ne veut pas dire qu'il est facile d'exhiber une base. En fait, on peut même prouver, c'est un peu technique, mais on pourrait prouver en tout cas, qu'il est impossible de construire explicitement une base de l'ensemble R puissance l'ensemble des nombres entiers naturels, qui est l'ensemble des suites réelles.